Je vais aller en trois temps parce qu'on a parlé évidemment de l'avant, du pendant et de l'après, mais je vais quelques éléments, puis vraiment en 5 minutes. Juste pour vous mentionner une chose que peut-être vous savez pour certains et d'autres qui ne le savaient pas. La première fois qu'il y a eu une collaboration dans le domaine de la météorologie avec une autre organisation, c'est avec la santé. L'OMS et l'OMM, très tôt, dans les années 2010, ont mis en place justement un plan vraiment visant l'adaptation et la gestion des risques pour faire des alertes météo, quelque chose qui sauve des vies. Et le système d'alerte précoce qui est à travers le monde a permis de sauver des vies. D'ailleurs, moins de morts aujourd'hui reliés aux phénomènes météorologiques qu'il y en avait, notamment avant le cas de Sendai, juste pour le mentionner. Alors, l'avant, mais vraiment rapidement, on nous a parlé des outils de prévention intéressants, la vigilance, et aussi travailler aussi sur des systèmes d'alerte basés sur les impacts. Ça veut dire aussi que la science doit servir aussi à documenter les impacts pour bien, évidemment, faire des alertes basées sur les impacts, une réalité basée sur, encore une fois, des données probantes. Préparation, on ne reviendra pas sur les trousses, communiquer selon le public cible, prévention psychosociale qui a été mentionnée à plusieurs reprises, mais en fait, encore une fois, communication stratégique sur les risques doit aussi être basée sur les impacts et pas juste sur des bâtiments, mais aussi sur des personnes. Les alertes doivent être centrées justement sur les risques, les conséquences basées sur la population qu'on doit protéger. Ça ne veut pas dire que nos bâtiments ne sont pas à protéger, mais on devrait mettre, je pense qu'on en a parlé pas mal depuis 2 jours. Deux choses qu'on n'a pas discutées. Je vais juste le rappeler parce que ça a été mentionné à d'autres reprises. Je ne vais pas dépasser mon temps. Sensibilisation, éducation, ça fait partie de la stratégie avant. On oublie souvent. Et en ce moment, on est en train, on va reparler d'ailleurs Lily, mais vous savez que le nouveau programme, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, mais il y a une obligation dans les nouveaux professeurs en sciences au CEGEP d'avoir une composante changement climatique. Fait que certains nous ont déjà d'ailleurs consulté pour travailler quel type de formation on pourrait les aider à... Et ça, c'est pour les secondaires 4 et 5, mais il y a aussi les écoles primaires qui vont rentrer. Donc la sensibilisation aussi, ça doit commencer le plus tôt possible. On a parlé aussi au niveau de la sécurité civile, services de santé, sciences sociales, etc. Bon. Pendant l'intervention, plan d'intervention doit aussi inclure les populations ou les communautés. Il y a aussi une façon de les impliquer aussi pendant la phase d'intervention. Un accompagnement social, on en a parlé à plusieurs reprises, mais c'est revenu aussi auprès des intervenants et auprès des citoyens pendant la phase d'intervention. C'est pas juste de respi, mais aussi il y a un travail aussi à faire pour accompagner les gens qui sont plus mais aussi ceux qui sont affectés. Déconstruire les modèles linéaires, éviter les plateaux centrés. Le problème n'est pas juste l'aléa, mais le multi-aléa. On a parlé des risques systémiques, mais c'est plus que multi-aléa. C'est véritablement les risques sont une composante aléa, vulnérabilité, exposition et capacité à faire face. Ça fait 2 jours qu'on passe de capacité à faire face. C'est le fun parce que ça a été mentionné dans le rapport du GIEC, que peut-être vous avez jamais lu, en 2012 pour certains, sur le managing the risk. C'est la première fois qu'ils commençaient à mettre en place justement cette discussion sur qu'est-ce qu'un risque. C'est pas juste un problème d'occurrence et de probabilité, conséquences, mais aussi des contextes de vulnérabilité et d'exposition qui a été repris par toutes sortes de... Bon. Transformation avant l'effondrement. Je vais dépasser mon temps, donc je vais garder 2-3 petites choses parce que ça touche aussi à des objets de recherche qu'on devrait faire ensemble, une recherche qu'on construit. Construire un nouveau narratif, s'en aller vers l'innovation. Je mentionnais Lily tout à l'heure. Le rétablissement, c'est des défis de communication, des délais dans la construction, mais aussi un travail qu'on doit accompagner, évidemment, pas juste une fois que les caméras sont parties, puis qu'en plus, les défis, effectivement, avec les médias régionaux qui ont disparu vont être de plus en plus présents. Les gens, il ne faut pas qu'ils se retrouvent seuls dans la phase de rétablissement où ils ont encore des gros défis à relever. Je vais juste terminer, maintenir le dialogue après les événements, dire les vraies choses. En terminant, le fameux Build Back Better qui a été, je pense, instrumentalisé beaucoup dans le cadre de Sendai. Build Back Better, ça veut dire aussi reconstruire les gens. Ça veut dire aussi rétablir les personnes. Certains l'ont pris comme disant, bah, on va juste reconstruire une route, puis un bâtiment, ça va bien aller. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Donc, c'est ça, je pense, qui va faire de la recherche partenariale au cours des prochaines années une véritablement capacité à réduire les conséquences. C'est aussi ça le CAP 200. Je termine pour dire, vraiment, je termine. Le gouvernement canadien a signé la feuille de route de Sendai en 2017, juste avant la tempête. Avec l'autoroute 13. Voilà. Le gouvernement du Québec était là. C'est pas le même, mais peut-être de temps en temps, ça ferait du bien de le rappeler parce que dans cette feuille de route, il y a des choses que je pense qu'on a réalisées, mais il y a des choses qu'on doit rattraper. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. On est un petit peu en retard. On pourrait s'inspirer de cette feuille de route, puis regarder aussi un petit peu plus de façon objective, qu'est-ce que la science nous apporte pour prendre les bonnes décisions? Parce que sans ça, on risque de retomber évidemment dans des difficultés, on va dire, politiques qui peut-être risquent de nous freiner dans notre prise de décision. Voilà, je termine là-dessus que cette recherche-là, cette gestion des risques et la communication des risques est un travail véritablement partenarial, de plus en plus fondamental à établir à tous les niveaux. Et je remercierai beaucoup les étudiants ici et aussi toute l'équipe du risque pour organiser ces 2 jours-là qui ont été vraiment extrêmement riches. On va vous partager donc les notes. Moi, j'en ai pris, on va les colliger, on va rendre ça aussi, on va l'envoyer à tout le monde. N'hésitez pas aussi s'il y a des choses qu'on a oubliées, sur ce qu'on n'a pas dit, sur les résumés, que vous pensez important, vous n'avez pas pris la parole pour le faire, y compris aussi les gens qui sont là avec nous à distance. Merci aussi à tout le monde d'avoir été présent. Merci à ceux qui ont, en 2 jours aussi, gardé le silence, mais qui n'en pensaient pas moins. On a vu vos réactions aussi sur le chat, qui étaient très intéressantes aussi. Donc, merci à tout le monde. Bon.